Je m'appelle Timothy, j'ai 32 ans, et mon frère, l'enfant chéri de notre famille, s'est levé lors de la fête du 60e anniversaire de ma mère, a pointé du doigt ma femme en larmes et a annoncé à toute la salle que le bébé qu'elle portait était le sien, pas le mien. Il avait des photos. Il avait des textos. Mes parents hochaient la tête, dégoûtés par moi. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que j'attendais ce moment depuis 5 ans. Avant de vous raconter le secret qui a réduit son monde en cendres et comment j'ai obtenu ma vengeance ultime, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux vraiment savoir qui est dans mon camp. Pour comprendre pourquoi je ne lui ai pas simplement mis un coup de poing au visage sur le champ, pourquoi je suis resté là avec un calme terrifiant, il faut comprendre que ce n'était pas un événement isolé. Que Julien prenne ce qui était à moi n'était pas un événement. C'était un mode de vie. C'était la dynamique sur laquelle notre famille était bâtie. Ça a commencé quand nous étions enfants. Julien a 3 ans de plus que moi. Dans la plupart des familles, le grand frère protège le plus jeune. Chez moi, le grand frère était le fils, et moi, j'étais juste l'ombre qui gênait sa lumière. Julien était charismatique, bruyant et exigeant. Il avait un sourire capable de faire fondre la glace, et il savait comment s'en servir, surtout sur notre mère. Moi, en revanche, j'étais calme. J'aimais construire des choses. J'aimais l'ordre. Je me souviens, j'avais 11 ans. J'avais passé 3 semaines à construire une maquette de pont suspendu pour un concours de sciences à l'école. Pour moi, ce n'était pas juste un projet scolaire. C'était la première fois que je me sentais doué pour quelque chose. J'avais utilisé du balsa, des mesures précises et une colle qui sentait les produits chimiques, travaillant tard dans la nuit à la table de la cuisine. C'était parfait. J'étais fier. 2 jours avant le concours, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé la cuisine silencieuse. Trop silencieuse. Je suis entré et mon estomac s'est noué. Mon pont était en morceaux sur le sol. On aurait dit que Godzilla avait marché dessus. Le balsa était brisé, les ficelles coupées. Julien était assis sur le comptoir, mangeant une pomme, en balançant les jambes. « Maman », j'ai crié. Je n'ai même pas pleuré tout de suite. J'étais sous le choc. Ma mère est arrivée en courant du salon, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a regardé les débris, puis moi, puis Julien. « Timothy, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ?» a-t-elle demandé, la voix sèche. Il l'a cassé. Il a cassé mon pont. J'ai pointé Julien du doigt, la main tremblante. Julien a croqué dans sa pomme, l'air de s'ennuyer. Je ne l'ai pas cassé. J'essayais d'attraper la boîte à biscuits sur l'étagère du haut et j'ai trébuché. Tu n'aurais pas dû laisser tes jouets traîner sur le comptoir. Timmy, c'est un danger pour la sécurité. Ce n'était pas un jouet. C'était mon projet et il était dans le coin, ai-je crié. Mon père est entré. Puis il a regardé le désordre à l'intérieur. Timothy, arrête de crier. Ton frère aurait pu se blesser. Pourquoi es-tu si négligent avec tes affaires? Mais papa. Ça suffit, a-t-il dit, levant une main. Nettoie ça et excuse-toi auprès de ton frère pour avoir crié. Il est secoué. Je les ai dévisagés. J'ai regardé Julien. Il m'a fait un clin d'œil. Juste un clin d'œil rapide et subtil que nos parents ne pouvaient pas voir. C'est à ce moment-là que j'ai appris les règles du jeu. Julien ne pouvait rien faire de mal. Je ne pouvais rien faire de bien. Si Julien me faisait du mal, c'était de ma faute parce que j'étais sur son chemin. Si Julien me volait quelque chose, c'était de ma faute parce que je ne partageais pas. Ce schéma ne s'est pas arrêté aux jouets. Il a grandi avec nous. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé de l'argent en tondant des pelouses pour m'acheter une guitare acoustique décente. Je voulais apprendre à jouer. Je la gardais dans ma chambre, impeccable dans son étui. 2 semaines plus tard, je suis rentré à la maison pour découvrir que la guitare avait disparu. Oh, Julien en avait besoin, a dit ma mère nonchalamment quand j'ai demandé. Elle coupait des légumes pour le dîner comme si elle n'avait pas juste sanctionné un vol. Il y avait un spectacle de talent à son université et il voulait impressionner des amis. Tu sais à quel point le réseautage est important pour lui. Mais c'est la mienne, maman. Je l'ai payé. Ne sois pas égoïste, Timothy. Ce n'est qu'une guitare. Il la ramènera. Il l'a ramenée 3 mois plus tard avec un manche fissuré et une cheville d'accordage manquante. Il en a ri. La fête a été un peu folle.
Petit frère, ne t'inquiète pas. Ça lui donne du caractère. Aucune excuse. Aucune offre de payer pour les réparations. Et quand je me suis mis en colère, on m'a dit que j'étais dramatique et matérialiste. Mais le pire, ce n'était pas les choses matérielles. C'était les gens. Au lycée, j'avais le béguin pour une fille nommée Maya. Nous étions dans la même classe d'histoire. Nous étudions ensemble, rions des mêmes blagues. Je rassemblais mon courage pour l'inviter au bal de fin d'année. J'ai fait l'erreur de la mentionner à table un soir. Maya ? A demandé Julien, levant les yeux de son téléphone. Est-ce que c'est celle avec les cheveux bouclés ? Ouais, ai-je dit, regrettant instantanément. 3 jours plus tard, Julien est venu me chercher à mon lycée, ce qu'il ne faisait jamais. Il conduisait la voiture de notre père, musique à fond. Il s'est garé juste devant les marches où je parlais à Maya. Il a baissé la vitre, a affiché ce sourire à $1 million et a dit « Salut, Timmy, qui est ton ami ?» En 5 minutes, il l'avait charmé. En 1 semaine, il l'avait emmené en rendez-vous. Il avait 21 ans. Elle en avait 17. C'était glauque, mais pour nos parents, c'était juste Julien étant Julien. Il n'y peut rien si les filles le préfèrent, m'a dit mon père quand je les ai trouvées en train de s'embrasser sur notre porche. Peut-être que si tu étais un peu plus extraverti, Timothy, tu aurais plus de chance. Ne sois pas jaloux du charisme de ton frère. Apprends de lui. Il a largué Maya 2 semaines plus tard parce qu'il s'ennuyait. Il ne l'aimait même pas. Il voulait juste prouver qu'il pouvait la prendre. Il voulait me rappeler que rien de ce que je touchais n'était à l'abri de lui. J'ai appris à me cacher. J'ai appris à cacher mes intérêts, mon argent et mon cœur. J'ai décidé très tôt que la seule façon de survivre était de partir. Je me suis concentré sur mes notes. Je me suis concentré sur l'architecture, un domaine que Julien trouvait ennuyeux et trop mathématique. Je pensais que si je choisissais quelque chose qu'il détestait, il me laisserait tranquille. J'avais tort. J'ai déménagé le jour de mes 18 ans. Je suis allé à l'université avec une bourse, j'ai eu 3 emplois et je suis à peine rentré à la maison. Je pensais que la distance me sauverait. Mais la dynamique de l'enfant chéri ne s'arrête pas juste parce que vous changez de code postal. Avance rapide jusqu'à la fin de ma vingtaine. J'avais construit une vie calme et solide. Je travaillais dans un cabinet de taille moyenne à concevoir des maisons résidentielles. Je conduisais une berline fiable. Je payais mes factures à temps. Je ne demandais pas un centime à mes parents. Julien, pendant ce temps, était des montagnes russes. Il était dans la vente, voiture, assurance, immobilier, quelle que soit la saveur du mois. Il gagnait de l'argent rapidement et le dépensait encore plus vite. Il était toujours sur le point de faire une grande percée ou de conclure une affaire énorme, mais d'une manière ou d'une autre, il avait toujours besoin d'un prêt temporaire de maman et papa. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient refinancé leur maison 2 fois pour couvrir ses dettes de jeu et ses entreprises ratées. Ils ne me l'ont jamais dit. Pour eux, Julien était un entrepreneur qui n'avait tout simplement pas de chance. J'étais le stable, l'ennuyeux qui ne comprenait pas les risques élevés, les récompenses élevées. Puis est arrivé l'incident qui aurait dû me faire couper les ponts avec eux pour toujours. J'ai rencontré Elena. Elena était différente. Elle n'était pas de notre ville. Elle était illustratrice, créative, désordonnée, vibrante et farouchement loyale. Nous nous sommes rencontrés dans un café où elle a renversé un latte sur mes plans. Au lieu de me mettre en colère, j'ai ri. Nous avons parlé pendant 3 heures. Je n'ai pas parlé d'elle à ma famille pendant 6 mois. J'étais terrifié. Je la gardais comme un trésor secret. À l'abri des pirates. J'ai appelé mes proches. Mais finalement, les choses sont devenues sérieuses. Nous avons emménagé ensemble. Je ne pouvais pas la cacher pour toujours. Je l'ai amenée à Thanksgiving. Je l'ai préparée. Mon frère est. Beaucoup, lui ai-je dit. Mes parents pensent que le soleil brille de son derrière. Ignore-les. Elle m'a serré la main. Je gère, Tim. Je suis avec toi. Le dîner a été un désastre. Julien est arrivé avec 1 heure de retard, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, sentant le parfum cher et le scotch. Il a dominé la conversation, se vantant de son nouveau travail de vente de condos de luxe. Il a passé toute la soirée à adresser ses commentaires à Elena. Pas une conversation polie,
une conversation prédatrice. Alors, une artiste, a-t-il ricané, faisant tourner son vin. Est-ce que ça paie les factures? Ou est-ce que Timmy subventionne ton hobby? Je m'en sors plutôt bien, en fait, a dit Elena froidement. J'illustre des livres pour enfants. Mignon, a dit Julien, balayant sa carrière d'un revers de la main. Tu sais, j'ai un ami qui dirige une galerie d'art en ville. Je pourrais faire une présentation, mais tu devrais être gentil avec moi. Il a fait un clin d'œil. Mon père a gloussé. Julien, espèce de coquin, a dit papa. J'ai claqué ma fourchette. Arrête, Julien. Ouah, doucement, tigre. Julien a ri, levant les mains en signe de fausse reddition. J'essaie juste d'aider la petite carrière de ta copine. Tu es si coincé. C'est pour ça que tu vieillis plus vite que moi. Il a raison, Timothy, est intervenue ma mère. Ton frère est juste généreux. Tu devrais être reconnaissant qu'il offre des relations. Tu sais comme c'est difficile pour les artistes. J'ai regardé Elena. Elle n'était pas charmée. Elle avait l'air dégoûtée. Et pour la première fois de ma vie, voir quelqu'un d'autre les voir pour ce qu'ils étaient m'a donné de la force. Nous partons, ai-je dit en me levant. Assieds-toi, Timothy. Ne gâche pas Thanksgiving, a ordonné mon père. Nous partons. J'ai pris la main d'Elena et je suis sorti. C'était le début de la vraie guerre. Je pensais avoir gagné cette bataille parce que j'étais parti. Mais j'ai sous-estimé Julien. Il n'aimait pas perdre, il n'aimait surtout pas que j'ai quelque chose que quelqu'un qu'il ne pouvait pas charmer. Il a commencé une campagne, pas ouvertement mais subtilement. Il m'envoyait des textos tard le soir. Elle n'est pas faite pour toi, frère. J'ai vu comment elle regarde les autres gars. Il a dit à mes parents qu'Elena était impolie avec lui quand je n'étais pas là. Ma mère a commencé à m'appeler, inquiète. Julien dit qu'Elena lui a fait des avances dans la cuisine pendant Noël. Je m'inquiète qu'elle t'utilise, Timothy. Une femme comme ça. Elle crée des drames. C'est un mensonge, lui ai-je dit. Julien ment. Pourquoi ton frère mentirait-il, a demandé maman, semblant vraiment blessée. Il t'aime. Il veille juste sur toi. C'était exaspérant. C'était comme vivre dans un palais des glaces où le haut était le bas et la vérité était ce que Julien disait. Mais Elena et moi étions solides. Nous nous sommes fiancés. Et c'est là que les choses sont passées de l'intimidation mesquine à la destruction calculée. La bague de fiançailles n'était pas énorme, mais c'était une pièce vintage qu'Elena avait admirée dans la vitrine d'un antiquaire des mois auparavant. Quand je l'ai demandée en mariage, elle a pleuré. Pas à cause du diamant, mais parce que j'avais écouté. Parce que je m'étais souvenu. C'était quelque chose que Julien n'a jamais compris. La valeur n'est pas une question de prix. C'est une question d'attention. Cependant, au moment où nous avons annoncé nos fiançailles, l'atmosphère dans ma famille est passée de passive-agressive à un sabotage actif. Je commençais enfin à prendre de l'ampleur dans ma carrière. Je venais de recevoir une offre verbale pour un poste d'architecte senior dans un cabinet prestigieux à Chicago. C'était l'héritage de mon travail acharné. Une augmentation de salaire massive, un bureau d'anglais et un vrai respect. J'étais aux anges. J'ai fait l'erreur de partager cette nouvelle lors d'un barbecue familial, pensant que peut-être, juste peut-être, mon succès éclipserait la dernière présentation d'opportunité d'investissement de Julien. C'est super, Tim, a dit mon père en retournant un hamburger. Mais Chicago est dangereux et loin. C'est une énorme opportunité, papa. Le salaire à lui seul. L'argent n'est pas tout, a interrompu ma mère en versant de la limonade. Julien reste ici. Il valorise la famille. Julien, qui se prélassait sur une chaise longue avec des lunettes de soleil à $500, a souri d'un air suffisant. L'architecture est un domaine en voie de disparition. Frère, l'IA va te remplacer dans 5 ans. Mais bon, profite en tant que ça dure. 3 jours plus tard, le cabinet de Chicago a retiré l'offre. J'étais dévasté. J'ai appelé la directrice des RH pour savoir pourquoi. Elle était hésitante mais a finalement dit, « Monsieur Harrison, nous avons reçu un appel de votre employeur actuel concernant des préoccupations éthiques. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. » Mon employeur actuel ? Je suis entré dans le bureau de mon patron. Il était confus. Je ne leur ai jamais parlé, Timothy. Je vous ai donné une recommandation écrite élogieuse.
J'ai creusé plus loin. J'ai un ami, Marcus, qui travaille dans les télécoms. Je lui ai demandé de m'aider à tracer l'appel éthique. Ça n'a pas pris longtemps. L'appel au cabinet de Chicago provenait d'un téléphone prépayé, mais la localisation a été repérée depuis une tour de téléphonie mobile juste à côté de la maison de mes parents. J'ai confronté Julian. As-tu appelé le cabinet à Chicago en te faisant passer pour mon patron, lui ai-je demandé dans l'allée de la maison de mes parents. Il a ri, polissant le capot de sa voiture. Tu es paranoïaque, Tim. Pourquoi ferais-je ça? Je suis occupé à conclure des affaires. Peut-être que tu n'es tout simplement pas aussi bon que tu le penses. Tu ne pouvais pas le supporter, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Tu ne pouvais pas supporter que je gagne plus d'argent que toi. Ma mère est sortie. Timothy, arrête de harceler ton frère. Il a été stressé toute la semaine à cause de sa nouvelle entreprise. Il n'a pas besoin de ta jalousie. Il m'a coûté un emploi, maman. Oh, arrête. S'il te voulait, il n'aurait pas écouté un simple coup de téléphone. C'est peut-être un signe que tu devrais rester ici et nous aider. J'ai réalisé alors qu'il n'y avait pas de justice dans cette maison. Le coup le plus dur est venu une semaine plus tard concernant ma voiture. J'avais une Toyota Camry, fiable, payée. Julian conduisait une BMW en leasing qu'il ne pouvait pas se permettre. Il a manqué 3 paiements et l'agent de recouvrement tournait autour. Mon père m'a appelé un mardi. Timothy, nous devons parler. C'est une question d'unité familiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Julian a besoin d'une voiture. Il en a besoin pour ses rendez-vous avec les clients. Tu sais, l'image est tout dans la vente. Il ne peut pas arriver en Uber. Alors, qu'il s'achète une voiture bon marché. Il ne peut pas obtenir de prêt en ce moment. Son crédit est temporairement difficile. Nous pensions que, comme tu travailles dans un bureau et que tu ne rencontres pas de clients, tu pourrais donner ta Camry à Julian. Nous t'aiderons avec un acompte sur une voiture plus petite. Ou tu peux prendre le bus. C'est mieux pour l'environnement. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Vous voulez que je lui donne ma voiture? Celle que j'ai payée. C'est un prêt, Tim. Juste jusqu'à ce qu'il reçoive sa prime. Ne sois pas égoïste. C'est ton frère. Non. Pardon? Non, je ne lui donne pas ma voiture. S'il a besoin d'une voiture, qu'il trouve un travail qui en paie une. La voix de mon père est devenue froide. Je suis très déçu de toi après tout ce que nous avons fait pour toi. Très bien, sois comme ça. Ils ne m'ont pas parlé pendant un mois. Mais le clou du spectacle, 2 semaines plus tard, Julian est arrivé devant mon immeuble. Il klaxonnait. J'ai regardé par la fenêtre. Il était assis dans une Porsche 911 jaune vive toute neuve. Je suis descendu. Je pensais que tu étais fauché, ai-je dit. Il a souri, faisant vrombir le moteur. Maman et papa se sont portés garants. De plus, ils ont contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour la compte. C'est un investissement, Tim. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Ce bébé va me faire entrer dans la cour des grands. Il l'a fait vrombir à nouveau, le son résonnant sur les bâtiments. Tu veux faire un tour? Oh, attends. Je ne veux pas mettre de poussière sur le cuir. À plus. Il est parti en trombe. Je suis resté là, à regarder les traces de pneus. Mes parents avaient hypothéqué leur avenir pour lui acheter un jouet après m'avoir demandé de renoncer à ma nécessité. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était un suicide financier alimenté par l'illusion. Mais j'avais Elena et nous préparions notre mariage. Nous avons décidé de tout payer nous-mêmes. Ainsi, mes parents ne pourraient rien nous reprocher. Nous voulions une cérémonie petite et élégante. Nous avons trouvé le lieu parfait, la maison de verre. C'était une serre remplie de plantes exotiques surplombant la ligne d'horizon de la ville. C'était cher, mais nous avons rassemblé nos économies. Nous l'avons réservé pour un samedi de juin. 10 mois à l'avance. Nous avons signé le contrat. Nous avons versé la compte. Pendant des mois, c'était la seule chose qui nous maintenait sains d'esprit. Nous parlions des fleurs, de la musique, du menu. Ce serait notre jour. Un jour où Julian ne pourrait pas nous éclipser. 3 mois avant le mariage, j'ai reçu un appel du coordinateur du lieu. Monsieur Harrison,
J'appelle pour confirmer les changements à la réservation. Quel changement, ai-je demandé en posant mon crayon à dessin. Le changement de nom et le décalage de la date, le déplaçant vers le créneau du soir. Je n'ai demandé aucun changement. Oh. Le coordinateur semblait confus. Un certain monsieur Julian Harrison a appelé. Il a dit qu'il était le marié. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale et que le contrat devait être transféré à son nom pour son mariage. Mon sang s'est glacé. Son mariage? Oui. Avec une certaine mademoiselle Sarah Miller. Julian ne sortait même pas sérieusement avec quelqu'un. Sarah était une fille qu'il avait rencontrée dans un bar 3 semaines auparavant. Écoutez-moi, ai-je dit, la voix tremblante. Je suis Timothy Harrison. J'ai signé le contrat. J'ai payé la compte. Mon frère essaie de me voler mon lieu de mariage. Oh mon Dieu, c'est gênant. Il est venu avec un reçu pour le solde restant. Il l'a payé en totalité en espèces hier. Il a dit que vous aviez accepté d'échanger parce que vous aviez des problèmes financiers. J'ai raccroché et j'ai conduit directement chez mes parents. Mes jointures étaient blanches sur le volant. Je les ai trouvées dans le salon. Julian était là avec Sarah. Une fille qui avait l'air très jeune et très confuse. Il regardait des arrangements floraux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé en entrant. Julian a levé les yeux, feignant l'innocence. « Salut, frère. On parlait justement de toi. Sarah et moi allons nous marier. Tu as volé mon lieu de mariage, ai-je dit. Tu es allé à la maison de verre et tu as volé ma date. Voler est un mot dur, a dit Julian. J'ai amélioré l'événement. Écoute, Sarah est enceinte. Il a lâché la bombe. Ma mère a haleté, joignant les mains. Oh, un petit enfant. Enfin. Elle est enceinte, a poursuivi Julian, l'air suffisant. Donc, nous devons nous marier rapidement avant que ça se voie. Toi et Elena pouvez attendre. Vous n'êtes pas pressés. En plus, j'ai payé le solde pour vous. Considérez ça comme un cadeau. Vous récupérez votre acompte. Je ne veux pas récupérer l'acompte. Je veux mon jour de mariage. Timothy, mon père s'est levé. Ton frère va avoir un enfant. C'est une priorité. Vous pouvez vous marier dans le jardin. C'est intime. Ça économise de l'argent. Je ne renonce pas à mon mariage pour son mariage forcé avec une fille qu'il vient de rencontrer, ai-je crié. Sarah a baissé les yeux sur ses chaussures. Elle avait l'air terrifiée. C'est déjà fait, Tim, a dit Julian en se penchant en arrière. Le lieu a changé le nom. Les invitations partent demain. Ne sois pas un con. Tu veux stresser une femme enceinte? J'ai regardé mes parents. Ils rayonnaient en regardant le ventre de Julian, ou plutôt celui de Sarah. Ils ne se souciaient pas qu'il ait commis une fraude. Ils ne se souciaient pas qu'il ait écrasé son frère. Ils allaient avoir un petit enfant du garçon en or. Très bien, ai-je dit. Le calme m'a de nouveau envahi. C'était le calme de quelqu'un qui réalise que le pont n'est pas seulement cassé. Il est brûlé. Gardez le lieu. Gardez l'argent. Mais ne vous attendez pas à me voir là-bas. Oh, ne sois pas dramatique, a dit maman. Tu es le témoin. Non, ai-je dit. Je ne le suis pas, je suis sorti. Nous avons déplacé notre mariage. Nous avons trouvé un petit vignoble à 2 heures de route. C'était moins cher, plus petit et honnêtement plus beau. Nous avons invité 30 personnes. Nous n'avons pas invité mes parents. Nous n'avons pas invité Julian. C'était le plus beau jour de ma vie. Mais le mariage de Julian, ce fut un désastre. Je l'ai appris plus tard. Il avait dépensé une fortune. La Porsche était garée devant. Il a plu et le toit en verre de la serre a fui. Et le meilleur, Sarah n'était pas enceinte. 2 mois après leur mariage, Sarah a fait une fausse couche. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai appris plus tard d'un ami commun qu'il n'y avait jamais eu de bébé. C'était un stratagème pour que mes parents paient le mariage et pour que je renonce au lieu. Sarah l'a quitté 4 mois plus tard. Elle a demandé l'annulation pour fraude. On pourrait penser que cela réveillerait mes parents. On pourrait penser qu'ils le verraient pour le menteur qu'il était. Mais non. Pauvre Julian, m'a dit ma mère au téléphone, la première fois que nous nous sommes parlé en 6 mois. Sarah lui a brisé le cœur. Elle a menti sur le bébé pour le piéger.
C'est une victime, Timothy. Tu devrais l'appeler. J'ai raccroché. Je pensais que c'était le sommet. Je pensais que rien ne pouvait surpasser la fausse grossesse et le mariage volé. J'avais tort. La vraie tempête ne faisait que se préparer. Pendant 2 ans, il y a eu le silence, la paix. Elena et moi nous sommes épanouis sans la toxicité de ma famille qui drainait mon énergie. J'ai été promu associé dans mon cabinet. Nous avons acheté une maison, une ruine que j'ai redessinée moi-même. C'était magnifique. Nous avions un jardin. Nous avions un chien. Nous étions heureux. Puis Julien a refait surface. Il s'est présenté à mon bureau un jour. Il ne conduisait plus la Porsche. Elle avait été saisie. Il conduisait le vieux camion de papa. Il avait l'air plus mince, fatigué. « Tim » a-t-il dit, debout dans le hall. « Je peux t'offrir un café ?» Je voulais dire non. J'aurais dû dire non. Mais cette petite partie stupide de moi qui voulait encore un frère a dit oui. Nous nous sommes assis dans un Starbucks. Il ne s'est pas vanté. Il n'a pas souri d'un air suffisant. « J'ai merdé » a-t-il dit, regardant dans sa tasse. « Avec Sarah, avec le mariage, avec toi. J'ai suivi une thérapie, Tim. Maman et papa m'ont forcé après que les dettes de jeu soient devenues trop élevées. J'essaie de changer. » Il semblait sincère. Il avait l'air brisé. « Je veux juste faire partie de ta vie » a-t-il dit. « Je ne demanderai pas d'argent. Je ne causerai pas de drame. Mon petit frère me manque, c'est tout. » Je suis rentré chez moi et j'ai tout raconté à Elena. Elle était sceptique. On ne change pas les rayures d'un léopard, Tim. Surtout un léopard qui vole des lieux de mariage. Je sais, ai-je dit. Mais s'il essaie vraiment, peut-être qu'on peut le garder à distance. Contact limité. Alors nous l'avons laissé entrer lentement. Il est venu dîner. Il était poli. Il a apporté du vin. Il a complimenté la maison. Il était charmant, mais de manière discrète. Il s'est même excusé auprès d'Elena. « J'étais jaloux » lui a-t-il dit. « J'ai vu ce que vous aviez et j'ai voulu le briser parce que j'étais malheureux. Je suis désolé. » Elena, étant la sainte qu'elle est, a accepté ses excuses pendant 6 mois. Tout allait bien. Mes parents étaient ravis. Les garçons sont de nouveau ensemble, gazouillait ma mère. Ils ont commencé à venir aussi. On se sentait enfin comme une famille. Mais j'aurais dû remarquer les signes. Julien était trop intéressé par notre emploi du temps. Quand allez-vous à Denver pour cette conférence? Est-ce qu'Elena est seule à la maison le mardi? Puis est venu le détournement cognitif. Ça a commencé petit. Je rentrais à la maison et je trouvais des choses déplacées. Un cadre photo incliné. Une chaise à un endroit différent. Tu as déplacé la chaise, ai-je demandé à Elena. Non, a-t-elle dit. Peut-être la femme de ménage. Puis les cadeaux, des fleurs arrivaient pour Elena sans carte. Tu as envoyé ça, m'a-t-elle demandé. Non, bizarre. Peut-être un admirateur secret, a-t-elle plaisanté. Mais j'ai vu la voiture de Julien garée dans la rue un jour en rentrant plus tôt. Il est parti dès qu'il m'a vu. Est-ce que Julien était là, ai-je demandé à Elena. Non. Pourquoi? Je l'ai vu dehors. C'est bizarre. Il n'a pas appelé. La tension a commencé à monter. Je me sentais observé. Je sentais que ma maison n'était pas sûre. Puis j'ai trouvé le bouton. Il était sous notre lit. Un bouton distinct à bordure dorée d'un blazer d'homme. Ce n'était pas le mien. Je ne porte pas d'or. Je l'ai tenu en l'air. Elena, à qui est-ce? Elle l'a regardé, confuse. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est tombé d'un de tes vieux manteaux. Je ne possède rien de tel, un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je me suis souvenu que Julien portait un blazer bleu marine avec des boutons dorés lors de notre dernier dîner de famille. Est-ce que Julien a été dans notre chambre, ai-je demandé, la voix tendue. Quoi? Non. Timothy, tu es fou? Pourquoi serait-il dans notre chambre? Je ne sais pas. Mais c'est à lui. Tu redeviens paranoïaque, a-t-elle dit, reprenant les mots de mon frère d'il y a des années. Ne le laisse pas s'insinuer dans ta tête. Peut-être qu'il l'a fait tomber dans le couloir et que le chien l'a traîné.
Je voulais la croire. Je l'ai cru. Mais la graine était plantée et Julien l'a arrosée. Il a commencé à faire des blagues quand nous étions tous les 4 ensemble. Elena adore ce restaurant italien sur la 4e rue, n'est-ce pas? Oh, attends. C'était peut-être quelqu'un d'autre que j'y ai emmené. Il la regardait et lui faisait un clin d'œil. Elena avait l'air confuse. Je n'y suis jamais allé avec toi, Julien. C'est vrai. C'est vrai. Mon erreur. Ça devait être un rêve. Il essayait de me rendre jaloux. Il essayait d'insinuer une histoire qui n'existait pas. Puis le miracle s'est produit, ou la tragédie, selon la façon dont on voit les choses. Elena est tombée enceinte. Nous étions aux anges. Nous essayions depuis 1 an. Quand elle m'a montré le test positif, nous avons pleuré. Nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons oublié Julien, le bouton, les fleurs bizarres. Nous allions être parents. Nous avons décidé de garder le secret jusqu'au 2e trimestre. Nous n'avons rien dit à personne. Pas à mes parents. Pas à Julien. 2 jours après l'avoir découvert, j'étais au travail. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. Il faut qu'on parle du bébé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fixé l'écran. Comment savait-il? Nous n'avions rien dit à personne. J'ai répondu par texto. Quel bébé? Julien, ne fais pas l'idiot. Elena m'a dit. Je pense qu'il nous faut un test de paternité, frère. Pour la tranquillité d'esprit de tout le monde. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. J'ai appelé Elena immédiatement. Tu l'as dit à Julien, ai-je demandé. Lui dire quoi? Que tu es enceinte. Non, je n'ai rien dit à personne. Timothy, tu me fais peur. Pourquoi? Il sait. Il vient de m'envoyer un texto demandant un test de paternité. Elena est restée silencieuse. Puis elle a commencé à pleurer. Il nous surveille. Il doit me suivre. Timothy, j'ai peur. J'ai quitté le travail. J'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai installé des caméras de sécurité cet après-midi-là, à l'intérieur et à l'extérieur. Je n'ai rien dit à mes parents. Je n'ai rien dit à Julien. Je me suis juste préparé à la guerre. Je n'ai pas répondu au texto de Julien. Je l'ai bloqué, mais il n'avait pas fini. Les semaines précédant l'anniversaire de ma mère ont été un flou d'anxiété. Elena était malade de nausées matinales et de peur. Elle ne voulait pas quitter la maison. Il essaie de nous détruire, a-t-elle murmuré une nuit. Il sait que c'est la seule chose qui te briserait. Il ne le fera pas, ai-je promis. Je ne le laisserai pas faire. J'ai engagé un détective privé. Je devais savoir ce qu'il faisait. Le détective, un type nommé Miller, est revenu avec un dossier 3 jours plus tard. Votre frère est occupé, a dit Miller. Il a acheté des téléphones prépayés. Il a utilisé une application qui génère de fausses conversations par texto. Et il a visité une clinique de l'autre côté de la ville. Quel genre de clinique? Une clinique de fertilité. Mais il n'y va pas pour un traitement. Il va au service des archives. Il sort avec une réceptionniste là-bas. Ça n'avait pas encore de sens, mais j'ai gardé le dossier. Puis est venue l'invitation. Le jubilé du 60e anniversaire de maman. Une grande fête dans une salle louée. Famille élargie, amis, voisins. Nous devons y aller, ai-je dit à Elena. Si nous n'y allons pas, on dirait que nous nous cachons. Nous devons leur montrer que nous sommes un front uni. Je ne peux pas lui faire face, a-t-elle dit. Tu n'auras pas à le faire. Je serai à tes côtés à chaque seconde. Et s'il dit un seul mot, nous partons. Elle a accepté à contre-cœur. Nous sommes arrivés à la fête. C'était somptueux. Mes parents avaient clairement puisé à nouveau dans leur fonds de retraite. Il y avait un groupe de jazz, une tour de champagne. Julien était là, tenant la cour. Il portait un smoking. Il nous a vus entrer et a levé un verre. Son sourire était prédateur. Ma mère s'est précipitée vers nous. Oh, vous êtes venus. Et Elena, tu es resplendissante. Elle savait. Julien le lui avait dit. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit en lui tendant un cadeau. Julien a une surprise spéciale pour moi plus tard, a-t-elle chuchoté,
les yeux pétillants. Il dit que c'est le plus beau cadeau qu'une mère puisse demander. Mon estomac s'est retourné. Je savais ce qui allait arriver. Nous avons essayé de rester dans notre coin, mais la pièce semblait petite. Chaque fois que je levais les yeux, Julien nous observait. Puis le tintement d'une cuillère contre un verre. La musique s'est arrêtée. Julien se tenait sur la petite scène, micro à la main. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, la voix douce comme de la soie. Merci à tous d'être venus célébrer la femme la plus merveilleuse du monde, notre mère. Applaudissements. Maman s'est tamponnée les yeux. Maman, tu as toujours voulu que cette famille s'agrandisse, a poursuivi Julien. Tu as toujours voulu un petit enfant. La pièce est devenue silencieuse. J'ai serré la main d'Elena si fort que mes jointures sont devenues blanches. Et je suis heureux d'annoncer, a dit Julien en me regardant directement, que ton vœu se réalise. Il a fait une pause pour l'effet dramatique. Elena est enceinte. Allaitement. Applaudissements. Les gens se sont tournés pour nous regarder, souriant. Mais Julien n'avait pas fini. Mais, a-t-il dit, sa voix baissant à un ton sombre, il y a aussi une tragédie ici. Une trahison. Il a sorti une pile de papier de la poche de sa veste. Ça me brise le cœur de dire ça en public, mais je ne peux pas laisser mon frère vivre dans un mensonge. Je ne peux pas laisser mes parents élever un enfant en pensant que c'est un Harrison pour découvrir la vérité plus tard. Qu'est-ce qu'il fait, a murmuré Elena en tremblant. La vérité, a dit Julien, sa voix craquant d'une fausse émotion, c'est qu'Elena et moi nous voyons depuis 4 mois. La salle a halté, une inspiration collective. Non, a crié Elena. C'est un mensonge. J'ai des preuves, a dit Julien en agitant les papiers. J'ai les textos. J'ai les photos. J'ai essayé d'arrêter ça. J'ai essayé de la repousser à cause de toi, Tim. Mais elle était persistante. Et une nuit, nous avons fait une erreur et maintenant elle porte mon enfant. Ma mère s'est levée, le visage pâle. Julien, est-ce vrai? Oui, maman. Je suis tellement désolé. Je voulais prendre mes responsabilités. Je voulais être à la hauteur. Il a projeté une image sur l'écran derrière lui. C'était une capture d'écran d'une conversation par texto. Message envoyé par Elena. Tim ne se doute de rien. J'ai hâte de sentir ton bébé bouger. C'était faux. Je savais que c'était faux, mais pour tout le monde dans cette pièce, ça avait l'air réel. Puis une photo. C'était une photo d'Elena dormant dans un lit. Ce n'était pas notre lit. C'était une chambre d'hôtel. Elle m'a envoyé ça après notre nuit à Lilton, a dit Julien. J'ai regardé la photo. J'ai reconnu la chemise qu'elle portait. C'était celle de la nuit du dîner de famille il y a 3 mois. La nuit où elle s'était sentie étourdie et était allée s'allonger dans la chambre d'amis chez mes parents. Il avait tout mis en scène. Il avait pris une photo d'elle endormie, l'avait déplacée dans un autre décor, ou peut-être juste photoshopé l'arrière-plan. Mon père s'est approché de nous. Son visage était rouge de rage. « Toi » a-t-il dit en pointant Elena du doigt. « Sors de ma maison. »« Papa, arrête. » Je me suis mis devant elle. « Et toi ?» Il m'a regardé avec pitié et dégoût. « Tu as laissé faire ça. Tu ne pouvais pas satisfaire ta propre femme, alors elle est allée voir ton frère. Comme c'est pathétique. »« C'est un mensonge, ai-je crié. Vous ne voyez pas qu'il ment ? Pourquoi mentirait-il à ce sujet, a hurlé maman. Pourquoi gâcherait-il mon anniversaire ? Il avoue son péché pour prendre la responsabilité de son enfant. C'est un homme. Toi, tu n'es qu'un cocu. Le mot est resté en suspens dans l'air. Julien était sur scène, nous regardant avec un air de victoire attristé. Il l'avait fait. Il avait pris ma femme, mon enfant et ma dignité d'un seul coup. Mais alors quelque chose a changé en moi. La chaleur de la colère a disparu, remplacée par la glace froide de l'exécution. J'ai lâché doucement la main d'Elena. « Reste ici », ai-je murmuré. Je me suis dirigé vers la scène. « Tim, ne fais rien de stupide », a dit Julien dans le micro. « Je ne veux pas me battre avec toi. » Je ne me suis pas dirigé vers lui. Je me suis dirigé vers le chariot audiovisuel où l'ordinateur portable était connecté au projecteur. « Tu as raison, Julien », ai-je dit, ma voix se projetant clairement dans la pièce silencieuse.
Nous ne devrions pas nous battre. Nous devrions juste regarder les faits. J'ai sorti une clé USB de ma poche. C'était le moment, la récompense. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Mes parents me fixaient, leur visage tordu par un mélange de gêne et de colère. Ils voulaient que je parte. Ils voulaient balayer la honte de l'infidélité d'Elena sous le tapis et se concentrer sur le miracle du bébé de Julian. Julian avait l'air nerveux pour la première fois. Il s'est reculé du micro. « Tim, éloigne-toi de l'ordinateur. Ce n'est pas le moment pour tes petits diaporamas. » En fait, ai-je dit en branchant la clé, c'est le moment parfait. Tu as apporté des preuves, Julian. Je veux juste les vérifier. J'ai regardé la foule, mes tantes, oncles, cousins, des gens qui m'avaient méprisé toute ma vie parce que je n'étais pas le causeur étincelant qu'était Julian. Mon frère prétend avoir couché avec ma femme, ai-je dit. Il prétend que l'enfant qu'elle porte est le sien. Il prétend avoir des textos et des photos. On les a vus, a crié ma tante du fond. Pas, Timothy. Et un peu de dignité. Dignité, ai-je répété. C'est un bon mot. Parlons plutôt de biologie. J'ai cliqué sur un fichier. Un document est apparu sur l'écran géant, remplaçant le faux message texte. C'était un rapport médical. Il avait l'air complexe, plein de jargon médical, mais j'ai zoomé sur la ligne du bas. Ceci, ai-je dit, est un dossier médical de l'hôpital Saint-Jude. Il est daté d'il y a 5 ans. Nom du patient, Julian Harrison. Le visage de Julian est devenu blanc. Il s'est jeté sur moi. Éteins ça. C'est privé. Mon ami Marcus, qui jouait linebacker à l'université, est sorti de la foule et a bloqué le chemin de Julian. Laisse-le parler, Julian. J'ai continué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire le code médical, laissez-moi résumer. Il y a 5 ans, Julian a souffert d'un cas grave d'orchite ourlienne. C'est une complication des oreillons chez les hommes adultes. Cela a provoqué une atrophie testiculaire. J'ai zoomé encore plus. Diagnostic, azoospermie irréversible. Stérilité. Julian est stérile, ai-je dit clairement. Son nombre de spermatozoïdes est de 0. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il pourrait coucher avec toutes les femmes dans cette pièce et aucune d'entre elles ne tomberait enceinte. Le silence a été brisé par un halètement de ma mère. Elle a regardé Julian. Il tremblait, transpirant abondamment. C'est un mensonge, a hurlé Julian. Il l'a falsifié. Tout comme il a prétendu que j'avais falsifié les textos. Je ne l'ai pas falsifié, ai-je dit. Et je ne l'ai pas obtenu illégalement. Je l'ai eu de Sarah. Sarah, a murmuré maman. Sarah, son ex-femme, ai-je dit. Celle qui a fait une fausse couche. Elle n'a pas fait de fausse couche, maman. Il n'y a jamais eu de bébé. Elle a découvert que Julian était stérile quand ils sont allés chez un médecin spécialiste de la fertilité parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Quand elle l'a confronté, il a admis qu'il le savait. Il le savait avant leur mariage. Il l'a piégé dans le mariage avec un mensonge sur la construction d'une famille juste pour pouvoir obtenir l'argent du mariage et le lieu. Non. Maman a mis une main sur sa bouche. Mais attendez, ai-je dit, il y a plus. J'ai cliqué sur le fichier suivant. C'était une vidéo, granuleuse, en noir et blanc. C'était une séquence de vision nocturne. J'ai installé des caméras dans ma maison il y a 3 semaines, ai-je expliqué. Après que Julian a commencé à faire des commentaires bizarres. La vidéo a commencé. Elle montrait mon salon. Elena était dans la cuisine en train de préparer du thé. Julian était assis sur le canapé. Sur l'écran, Julian a regardé autour de lui. Il a vu que le dos d'Elena était tourné. Il a mis la main dans sa poche et a sorti une petite fiole. Il a versé un liquide clair dans le verre d'eau d'Elena sur la table basse. La foule a visiblement reculé. « Oh mon Dieu !» a chuchoté quelqu'un. Dans la vidéo, Elena est revenue. Elle a pris l'eau. « Ne bois pas !» a crié ma mère à l'écran. Une réaction involontaire. À l'écran, Elena a pris une gorgée. Puis elle a froncé les sourcils. Elle a posé le verre. Elle s'est frotté les tempes. 2 minutes plus tard, elle s'est affalée sur le canapé. Julian n'a pas paniqué. Il s'est levé. Il s'est approché d'elle.
Il n'a pas vérifié son pouls. Il a sorti son téléphone. Il s'est positionné à côté d'elle, se penchant sur son corps inconscient, prenant des selfies. Il a déboutonné le bouton supérieur de son chemisier. Il a pris d'autres photos. Puis il l'a reboutonné, a essuyé le verre avec un mouchoir et a versé le reste de l'eau dans une plante. Il l'a laissé là. J'ai mis la vidéo en pause. Il n'a pas couché avec elle, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue. Il l'a droguée. Il a drogué une femme enceinte. Il a drogué la femme de son frère pour mettre en scène une fausse liaison juste pour détruire mon mariage et réclamer mon enfant comme le sien. J'ai regardé mes parents. Mon père se tenait la poitrine, l'air d'avoir une crise cardiaque. Ma mère était à genoux, sanglotant. C'est un prédateur, ai-je dit. Ce n'est pas l'enfant chéri. C'est un monstre. Julien a regardé autour de la pièce. Il n'a vu aucun allié, aucun sourire, seulement de l'horreur et du dégoût. C'était une blague, a-t-il balbutié, son masque charismatique glissant pour révéler un homme terrifié et pathétique. C'était juste une farce. J'allais vous le dire. Je voulais juste lui donner une leçon sur le fait d'être si suffisant. Tu l'as drogué, Julien, a rugi mon père. C'était la première fois en 32 ans que je l'entendais crier sur Julien. Papa, j'avais besoin de l'argent, a pleuré Julien. Si j'avais un enfant, tu as dit que tu débloquerais le fonds en fiducie. J'ai des dettes, papa. Des gens méchants me poursuivent. J'avais besoin d'un héritier. Alors tu as essayé de voler le mien, ai-je demandé. Tu as tout, m'a hurlé Julien, de la salive volant de sa bouche. Tu as la carrière, la maison, la femme parfaite. Pourquoi ne puis-je pas avoir une seule chose? Pourquoi ne peux-tu pas simplement partager? Partager. Je l'ai regardé avec une pitié pure. Ma famille n'est pas un jouet que tu peux casser, Julien. Je me suis tourné vers la foule. Je pars maintenant. Mon avocat a des copies de toutes ces images. La police est déjà en route pour arrêter Julien pour agression, administration de drogue et fraude. J'ai quitté la scène. Je suis allé vers Elena qui pleurait silencieusement dans un coin. Je lui ai passé le bras autour. Rentrons à la maison, ai-je dit. Nous nous sommes dirigés vers la sortie. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Personne n'a dit un mot, mais alors que nous atteignions la porte, j'ai entendu la voix de ma mère. Timothy, attends. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. S'il te plaît, sanglota T.L. N'appelle pas la police. C'est ton frère. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons l'envoyer dans un établissement. S'il te plaît, ne ruine pas sa vie. Je me suis retourné lentement. J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde, la femme qui m'avait vu pleurer sur un pont cassé et m'avait dit que c'était de ma faute. Je ne ruine pas sa vie, maman, ai-je dit. Il a fait ça tout seul. Et franchement, tu lui as tendu le marteau. J'ai poussé les portes et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le parking était calme, un contraste frappant avec le chaos que nous venions de quitter. Les lumières bleues clignotantes des voitures de police se reflétaient déjà sur le bâtiment lorsque nous sommes partis. Je ne suis pas resté pour assister à l'arrestation. Je n'en avais pas besoin. L'image du visage terrifié de Julien était suffisante. Le trajet du retour a été silencieux pendant les 10 premières minutes. Elena tenait son ventre, regardant par la fenêtre. « Ça va ?» ai-je demandé en prenant sa main. « Il m'a drogué » a-t-elle murmuré. Je pensais juste avoir eu un vertige. Je pensais que c'était les hormones de la grossesse. Je me sentais coupable de m'être évanoui alors qu'un invité était là. Tu n'as rien à te sentir coupable, ai-je dit fermement. Tu es la victime ici. Il voulait notre bébé, Tim. Il allait prétendre que c'était le sien. Et ensuite? Se battre pour la garde? Oui, ai-je dit. Il nous aurait traînés devant les tribunaux pendant des années. Il aurait utilisé l'argent de maman et papa pour nous saigner à blanc. Il voulait élever mon fils comme le sien juste pour prouver qu'il pouvait le prendre. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai vérifié les serrures. J'ai vérifié les caméras. Nous étions en sécurité. Mais les retombées émotionnelles ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Pas de la famille. Je les avais tous bloqués, mais d'amis communs et de parents éloignés.
Texto du cousin Mike. Mec, est-ce vrai que Julien est en prison? Maman a dit qu'il avait essayé d'empoisonner Elena. Texto de tante Déborah. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec lui. Je suis tellement désolé, chérie. Le récit avait changé. L'enfant chéri était tombé. Et quand une idole tombe, elle se brise. J'ai rencontré mon avocat, Marcus, plus tard dans la journée. C'est gagné d'avance, a dit Marcus en examinant les dossiers. Agression, mise en danger d'autrui, fraude. De plus, la fraude précédente avec le lieu de mariage refait surface. Et Sarah est prête à témoigner sur les documents médicaux falsifiés et l'abus financier. Et mes parents, ai-je demandé. Ils essaient de le faire libérer sous caution, a dit Marcus. Mais le juge a fixé la caution à 500 000 $ en raison du risque de fuite. Julien a de fausses pièces d'identité, tu te souviens? Le détective les a trouvées. Ils n'ont pas 500 000 $, ai-je dit. Ils ont hypothéqué la maison pour la Porsche. Exactement. Ils sont à sec. Julien va rester en cellule jusqu'au procès. J'ai ressenti une vague de soulagement si forte qu'elle m'a donné le vertige. 3 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon bureau. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Il portait des vêtements froissés. Il ne s'était pas rasé. La sécurité l'a arrêté à la réception, mais je leur ai dit de le laisser monter. Je l'ai rencontré dans la salle de conférence. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé. Je ne lui ai pas offert de siège. « Nous avons perdu la maison », a-t-il dit. Sa voix était creuse. « Quoi ? » Pour payer l'avocat de Julien, pour essayer d'obtenir une caution. Nous avons mis la maison en garantie, mais la banque a fait un audit. Ils ont découvert les autres prêts que Julien avait contractés à notre nom. Fausse signature. Nous sommes en faillite. Tim, nous avons 30 jours pour quitter les lieux. Je l'ai regardé fixement. Il vous a volé, vous aussi. Tout, a chuchoté papa. Il a volé les bijoux de ta grand-mère. Il a vidé le plan d'épargne retraite de ta mère. Nous ne savions pas. Ou peut-être que nous ne voulions pas savoir. Nous pensions juste qu'il avait besoin d'aide. Vous avez permis à un criminel d'agir, ai-je dit. Vous avez sacrifié votre retraite et votre relation avec votre fils honnête pour protéger une sangsue. Je sais. Il a pleuré. Il a réellement pleuré. Je suis tellement désolé, Timothy. Nous avions tellement tort. Nous étions si aveugles. Il a levé les yeux vers moi, les yeux suppliants. Pouvons-nous rester avec vous juste quelques semaines, le temps de nous organiser? Ta mère est anéantie. Elle n'arrête pas de pleurer. J'ai regardé cet homme. Cet homme qui m'a dit de donner ma voiture à Julien. Cet homme qui m'a traité de cocu devant tout le monde que je connaissais. Cet homme qui a regardé Julien m'abuser pendant 20 ans et m'a dit d'être moins dramatique. J'ai pensé à Elena. J'ai pensé à mon enfant à naître. J'ai pensé à la sécurité et à la paix de ma maison. Non, ai-je dit. Papa a eu l'air choqué. Mais nous sommes de la famille. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez des choix, ai-je dit. Vous pouvez aller dans un refuge. Vous pouvez louer un motel. Mais vous ne pouvez pas venir chez moi. Vous n'êtes pas des personnes sûres. Vous apportez le chaos. Vous apportez Julien. Nous ne l'amènerons pas. Il est en prison. Il est dans vos têtes, ai-je dit. Et jusqu'à ce que vous le coupiez complètement de votre vie, jusqu'à ce que vous admettiez que vous avez créé ce monstre, je ne peux pas vous avoir près de mon fils. Ton fils, a demandé papa. Oui, c'est un garçon, ai-je dit. Et il ne saura jamais ce que c'est que d'être le second. Il ne saura jamais ce que c'est que d'avoir ses parents applaudir son tyran. Je me suis levé. Au revoir, papa. Il est parti. Il est sorti du bâtiment, un homme brisé. Le procès a duré 6 mois. Julien a plaidé coupable pour éviter une peine maximale. Il a écopé de 5 ans pour agression et fraude. Ce n'était pas la perpétuité, mais c'était suffisant pour mettre fin à sa carrière et à sa réputation. Mes parents ont emménagé dans un petit appartement dans un mauvais quartier. Ils vivent de la sécurité sociale. Je leur envoie une carte cadeau d'épicerie une fois par mois, anonymement. C'est l'étendue de ma miséricorde. Elena a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, Léo.
Il a mes yeux et le sourire d'Elena. Hier, j'étais dans le garage. Je construisais un mobile pour le berceau de Léo. Je coupais le bois, ponçais les bords, m'assurant que c'était parfait. J'ai regardé les outils. Je me suis souvenu de mon pont cassé. J'ai fait une promesse à Léo à ce moment-là. Je ne casserai jamais tes affaires, ai-je murmuré à la sûre. Je ne te ferai jamais te sentir petit pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Le silence après que les sirènes de la police se soient estompées était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. On s'attend à ce que la victoire ressemble à un défilé, à des feux d'artifice. Mais quand on retire enfin le cancer qui vous tue depuis 30 ans, on n'a pas envie de célébrer. On ressent juste la douleur de l'espace vide où se trouvait une famille. Le processus judiciaire n'a pas été rapide. C'était une machine lente et broyeuse qui a mâché ce qui restait de la dignité de mes parents. Mon avocat, Marcus, était un requin. Il ne s'est pas contenté de s'en prendre à Julien. Il s'est assuré que toute la chronologie de la fraude était documentée. Nous avons découvert que l'héritage que Julien prétendait protéger, celui pour lequel il avait besoin d'un héritier, n'existait même plus. Mes parents l'avaient vidé des années auparavant pour couvrir ses frais de justice pour une conduite en état d'ivresse en Floride dont je n'avais jamais entendu parler et une entreprise de crypto-monnaie ratée qui a perdu 6 chiffres. Le plus pathétique n'était pas le crime lui-même. C'était l'incompétence pure et simple. Julien avait bâti une vie sur des mensonges, mais c'était un architecte terrible. Les fondations étaient pourries, et au moment où j'ai retiré cette seule brique à la fête, toute la maison s'est effondrée. Je me souviens du jour de l'audience préliminaire. Je n'étais pas obligé d'y aller, mais j'y suis allé. J'avais besoin de le voir sans le costume cher, sans la Porsche, sans le sourire suffisant. Ils l'ont amené en combinaison orange. Il avait l'air petit. L'éclat de l'enfant chéri avait disparu, effacé par les néons et le savon de la prison. Quand il m'a vu dans la galerie, il ne m'a pas fusillé du regard. Il m'a regardé avec cette confusion désespérée et suppliante, comme un chien qui a mordu son propriétaire et qui est choqué d'être mis en cage. Mes parents étaient là, assis 2 rangs derrière moi. Je pouvais entendre ma mère pleurer. C'était un son humide et rauque. Mon père était assis comme une statue de pierre, fixant l'arrière de la tête de Julien. Ils avaient perdu leur maison 3 jours auparavant. La saisie a été brutale. Comme mon nom figurait sur de vieux papiers datant de mes 18 ans, avant que je ne sois plus au courant, j'ai été informé de la vente aux enchères. J'y suis allé principalement pour m'assurer que rien de ce qui m'appartenait n'était vendu. Mais ce que j'ai vu m'a brisé le cœur d'une manière inattendue. Des étrangers se promenaient dans la maison de mon enfance. Ils touchaient la rampe où je glissais. Ils enchérissaient sur la table de la salle à manger où Julien m'avait donné des coups de pied sous la table pendant des années pendant que mes parents souriaient. J'ai vu un homme acheter les clubs de golf prisés de mon père pour 50 $. J'ai vu une femme acheter le service de porcelaine de ma mère, celui qu'elle disait trop beau pour que je le touche, pour 100 $. C'était une vente au rabais d'une vie de mauvaise décision. Mes parents se tenaient dehors sur le trottoir, regardant leur empire être partagé au plus bas soumissionnaire. Ils ressemblaient à des fantômes. Papa s'est approché de moi alors que je me dirigeais vers ma voiture après la vente aux enchères. Il portait des vêtements dépareillés, une chemise à carreaux et un pantalon de ville trop ample. Il avait perdu 10 kg. Tim, Croassateil. Nous logeons au motel 6 près de l'autoroute. C'est temporaire. Je sais, ai-je dit en déverrouillant ma voiture. Ta mère ne va pas bien. Elle continue de mettre une place pour Julien à table sur la table de chevet. J'ai ressenti une pointe de pitié. Mais je me suis souvenu du visage d'Elena quand elle s'est réveillée après avoir été droguée. Je me suis souvenu des textos que Julien avait falsifiés. Elle a besoin d'un médecin, papa. Pas de moi. Nous ne pouvons pas nous permettre un médecin. Nous n'avons plus d'assurance. J'ai arrêté de payer les primes pour payer la compte de l'avocat. C'était votre choix, ai-je dit en montant dans la voiture. Vous avez misé sur le mauvais cheval, papa. Vous avez misé la maison, l'assurance et votre âme sur Julien. Je ne peux pas rembourser ce pari. Je suis parti. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, rétrécissant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, les laisser dans le pétrin qu'ils avaient créé. Mais je savais que si je m'arrêtais, si je leur donnais ne serait-ce qu'un pouce, ils m'entraîneraient, moi et mon fils, avec eux. Les suites à la maison étaient différentes.
C'était une guérison silencieuse. Elena a fait des cauchemars pendant des semaines. Elle ne buvait de l'eau que si elle la versait elle-même d'une bouteille scellée. Elle sursautait si je bougeais trop vite. Nous sommes allés en thérapie ensemble. Le thérapeute nous a dit que ce que Julien avait fait était une forme de terrorisme intime. Il n'avait pas seulement attaqué son corps. Il avait attaqué sa réalité. Mais alors Léo est arrivé. La naissance a été compliquée. Hypertension artérielle, probablement due au stress. Mais quand il est sorti, hurlant, rouge et parfait, le monde s'est réinitialisé. Je l'ai tenu dans la salle d'accouchement, sa petite main agrippant mon doigt avec une force surprenante. J'ai regardé son visage. Il ne me ressemblait pas. Il ne ressemblait pas à Elena. Il se ressemblait juste à lui-même. Je ne te comparerai jamais à personne, lui ai-je murmuré. Tu n'as pas à être en or. Tu dois juste être bon. Elena s'est rétablie. Nous avons commencé un jardin dans la cour. J'ai construit une terrasse. Nous avons reconquis notre espace. Le bouton que j'avais trouvé sous le lit, je l'ai jeté à la poubelle. Le souvenir de la voix de Julien dans ma maison, j'ai repeint les murs, littéralement et métaphoriquement. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 6 mois plus tard. Julien a accepté un accord de plaidoyer. Son avocat, un défenseur public, parce que mes parents n'avaient plus d'argent, lui a conseillé de plaider coupable d'agression et de mise en danger d'autrui pour abandonner les accusations de tentative de fraude. J'ai fait une déclaration sur les répercussions pour la victime. Je me suis levé au tribunal, j'ai regardé le juge et j'ai dit la vérité que j'avais retenue pendant 2 décennies. Votre honneur, ai-je dit. Mon frère n'a pas seulement essayé de voler mon argent ou ma femme. Il a essayé de voler ma réalité. Il voulait me faire croire que j'étais fou, que je n'étais pas aimable, que j'étais le second. Il a utilisé l'amour de mes parents comme une arme. Une peine de prison ne le guérira pas, mais elle donnera à ma famille, ma vraie famille, la sécurité dont nous avons besoin pour respirer. Le juge lui a donné 5 ans. Alors que l'huissier l'emmenait, Julien s'est tourné vers la galerie. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé maman et papa. Vous aviez promis, leur a-t-il hurlé. Vous avez dit que vous arrangeriez ça. Vous avez dit que j'étais spécial. Arrangez ça. Mon père a mis sa tête dans ses mains. Ma mère a juste regardé, les yeux vides. Réalisant que le monstre qu'elle avait créé essayait maintenant de la dévorer vivante. C'était la dernière fois que je voyais Julien. Les retombées ont continué à se propager. Des amis qui avaient pris le parti de Julien lors du fiasco du mariage sont revenus en rampant, présentant des excuses. Nous ne savions pas, ont-ils dit. Il était si convaincant. Je leur ai pardonné, mais je ne les ai pas laissés revenir. J'ai réalisé que les gens qui se laissent facilement influencer par un menteur charismatique ne sont pas les personnes que je veux autour de mon fils. J'ai choisi mon cercle. J'ai gardé Marcus, l'ami loyal qui a bloqué Julien à la fête. J'ai gardé Madame Chin, la propriétaire du café qui a témoigné que Julien avait comploté là-bas. J'ai gardé les gens qui m'ont vu, pas l'ombre de mon frère. Ma carrière a décollé. La charge mentale de ma famille ayant disparu, j'ai tout mis dans mon travail. J'ai conçu une bibliothèque pour la ville, un espace de calme, de structure, de lumière. Elle a remporté un prix. La cérémonie a eu lieu la semaine dernière. Je n'ai pas invité mes parents. J'ai entendu dire qu'ils vivent de la sécurité sociale dans un petit appartement à 2 villes de là. Papa travaille comme préposé à l'accueil dans une quincaillerie. Maman ne quitte pas la maison. Parfois, tard dans la nuit, je me demande si j'ai été trop dur. Je me demande si j'aurais dû leur envoyer plus qu'une simple carte d'épicerie. Mais ensuite, je regarde le moniteur pour bébé. Je vois Léo dormir paisiblement. Et je sais que le mur que j'ai construit entre nous n'est pas en pierre. Il est fait de survie. Cela fait 2 ans depuis la condamnation. La vie est ennuyeuse et c'est absolument merveilleux. L'ennui était un luxe que je n'ai jamais eu en grandissant. Dans la maison de mon enfance, chaque jour était une performance. Chaque dîner était un champ de mine où je devais esquiver les insultes de Julien ou les critiques passives-agressives de mes parents. Le chaos était la norme. Maintenant, ma norme est la paix. Je suis assis sur la terrasse arrière de notre maison. C'est dimanche matin. Le soleil frappe la nouvelle pergola que j'ai construite le mois dernier. Elena est à l'intérieur en train de faire des crêpes.
Je peux sentir la vanille et le beurre. Léo a maintenant 2 ans. Il se promène sur l'herbe, poursuivant un papillon. Il tombe souvent. Il est maladroit, tout comme moi hier. Il a cassé un vase. C'était un beau vase, un cadeau de mariage. Il courait dans le salon, a trébuché sur ses propres pieds et s'est écrasé contre la table d'appoint. Le vase s'est brisé en 1 million de morceaux. J'étais dans la cuisine. J'ai entendu le fracas. J'ai entendu le silence qui a suivi. Ce silence terrifiant où un enfant attend de voir si le monde va s'effondrer. Mon cœur a martelé pendant une fraction de seconde. J'étais de retour dans la cuisine de mes parents à 11 ans. Je m'attendais à des cris. Je m'attendais à être blâmé. Je m'attendais à entendre « Pourquoi es-tu si négligent ?» Je suis entré en courant dans la pièce. Léo était assis au milieu des éclats, la lèvre tremblante, les yeux écarquillés de terreur. Il m'a regardé et a tressailli. Ce tressaillement m'a brisé. C'était le traumatisme générationnel qui se manifestait chez un enfant de 2 ans. Je suis tombé à genoux. Je n'ai pas regardé le vase. Je l'ai regardé. « Léo » ai-je dit doucement. « Ça va ? Tu n'es pas blessé ?» Il a montré le désordre. « Cassé » a-t-il murmuré. Léo cassé. « Ce n'est pas grave » ai-je dit en le prenant dans mes bras, en faisant attention au verre. « C'est juste un vase. C'est juste une chose. Tu es plus important que le vase. » Il a pleuré. Puis il a enfoui son visage dans mon cou et a sangloté. Je l'ai serré fort. Je l'ai laissé pleurer. Je ne lui ai pas dit d'arrêter. Je ne lui ai pas dit qu'il était dramatique. Je l'ai juste tenu jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais gagné. Gagner, ce n'est pas voir Julien en prison. Gagner, ce n'est pas que mes parents perdent leur maison. Gagner, c'est que mon fils sache que sa valeur n'est pas liée à sa performance ou à sa perfection. Nous avons balayé le verre ensemble. J'en ai fait un jeu. Nous avons ri. Mes parents sont toujours en vie, mais ils sont comme des personnages dans un livre que j'ai fini de lire il y a longtemps. Je reçois des nouvelles de temps en temps. Mon cousin m'a dit que papa avait eu un léger AVC l'hiver dernier. Il s'est rétabli, mais il marche maintenant avec une canne. Maman a apparemment rejoint un groupe d'église rigoureux, cherchant probablement une nouvelle structure pour remplacer celle que Julien a détruite. Ils ont envoyé une carte pour le 2e anniversaire de Léo. Elle est arrivée par la poste sans adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. À l'intérieur se trouvait un billet de 5 $ flambant neuf et un message, pour le petit architecte. Avec amour, grand-mère et grand-père. J'ai fixé ce billet de 5 $. J'ai pensé aux milliers qu'ils ont donnés à Julien. J'ai pensé à la Porsche. J'ai pensé au prix de la dignité de ma femme. J'ai mis les 5 $ dans le panier de la quête de l'église le lendemain. J'ai déchiqueté la carte. Je ne l'ai pas montrée à Léo. Il n'a pas besoin de les connaître. Il a des grands-parents. Les parents d'Elena l'adorent. Ils sont présents. Ils respectent les limites. Ils ne font pas de favoritisme. La biologie est un accident. La famille est un choix. J'ai visité la prison une fois, non pas pour voir Julien, mais pour signer des papiers finaux concernant la dissolution d'une fiducie commune qui devait être liquidée. Je l'ai vu de loin dans la cour. Il avait l'air plus vieux. Ses cheveux s'amincissaient. Il était assis seul à une table de pique-nique, parlant tout seul. Il faisait des gestes avec ses mains, présentant probablement une idée d'entreprise à l'air. Il vendait toujours, mais personne n'achetait. Je n'ai pas ressenti de haine. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai juste ressenti de l'indifférence. C'était un étranger. Je suis retourné à ma voiture où Elena attendait. Elle avait la vitre baissée et chantait avec la radio. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air libre. « Fini » a-t-elle demandé quand je suis monté. « Fini » ai-je dit. « Bien. Allons prendre une glace. » Léo se réveille bientôt de sa sieste. Nous sommes partis. Je n'ai pas regardé la prison. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai regardé la route qui s'étendait devant nous. Je m'appelle Timothy. Je suis architecte. Et pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose que personne ne peut démolir.
¿Ya, Jared? Ay, qué Estoy puta. listo. Vamos. Yo tengo miedo ya de ir para allá. Pero vamos. Para, pa, para. ¿Jared? ¿Y el Jared? No. Necesito madera. Madera, madera. He llegado. No sé dónde había dejado mi paracaídas. Mm. Vamos a la cueva, Jared, corre. Nos sacaron la chucha. ¿Verdad? Muy fuerte. Bueno, durmieron. No alcanza a hacer. El salto hacia atrás es un poco penca, la verdad. ¿Lo tenía equipado ese? No, solo salta adelante. Loco que esa boda en un vaso ¿Encontré de agua. una agua marina? ¿Sí? ¿De la nada? Acá creo que. Está lleno de weas. Ay, ¿qué le hice? ¿Cómo, weón? Pendejos no duran nada. Weón, ¿cómo pegaron tan fuerte, weón? Pendejos no duran nada. A mí me Weón. mató el creeper, no sé a ti. Hola. Hay que clipear eso, weón. Weón. El creeper me mató a mí también, weón. Sí, perdón. Me explotó a mí. Yo no tenía antorcha. Juraría que sí, pero parece que no. ¿Qué son así?